Salut à tous, je vous présente aujourd'hui une petite collection de montres vintage avec un prix vraiment très serré. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de vintage sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente cette collection que j'ai sous les yeux, une dizaine de montres pour un prix total de 300 euros. Le but ici, c'est de montrer que c'est possible de se constituer une petite collection, même avec un budget très serré, et que le plaisir dans le vintage ne se situe pas forcément uniquement dans la valeur des montres. Quelques axes à suivre ici aussi pour pouvoir se constituer une collection à moindre coût, quelques concessions qu'il va falloir faire. Je vais aborder quelques sujets, quelques catégories de montres que j'aime bien rechercher sur Internet, faire une petite chasse de montres, le meilleur marché possible. Donc des montres à quartz dans un premier temps, des montres de petite taille, des montres avec un plaquage, que ce soit un plaquage or ou un plaquage chrome. Des montres ici aussi avec des chiffres romains qui sont pas trop tendance aujourd'hui, des montres avec des designs qui sont parfois un peu démodés, un peu désuets, et j'aborderai encore le sujet des marques suisses qui sont disparues ou des marques suisses obscures qui ont souvent, dont on a perdu la trace souvent lors de la crise du quartz des années 70. Certains préféreront probablement acheter une seule montre pour la même valeur que ces 10 montres, une montre peut-être d'une marque plus intéressante, de meilleure qualité, et encore, ça reste encore à discuter, mais c'est quelque chose qui est tout à fait défendable. Moi ici, je pense que le plaisir, c'est aussi de chasser ces petites montres sans se ruiner. Il y a tout un processus. Moi, je fais ça plutôt en ligne, mais on peut aussi chercher ça dans les vides-greniers, dans les marchés aux puces, éventuellement dans les magasins. Il y a aussi un plaisir ici de redonner un petit peu vie à ces montres. Il n'y a pas forcément besoin d'être horloger. Si le mécanisme tourne et si on a affaire à du quartz, il n'y aura pas besoin d'aller toucher l'intérieur. On peut toujours prendre une vitre acrylique et essayer de la polir un petit peu avec un produit spécifique, ou de nettoyer la boîte avec un produit, par exemple, une boîte en acier inox, on peut la nettoyer avec un produit pour l'argenterie. Ça va enlever quelques micro-rayures et redonner un peu de brillance à la boîte. On achète un joli bracelet et on a redonné vie à une petite montre qui passait sous le radar et qui était complètement négligée. Alors il y a aussi quelques bémols, hein. C'est sûr que j'ai pas fait que des bons achats. Ici je vous présente plutôt les achats qui représentent des réussites à mes yeux. C'est vrai qu'il y a aussi une prise de risque, hein. Souvent dans le cas de ces petites montres bon marché, on achète sans jamais trop bien connaître la condition de la montre. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont peu scrupuleux sur Internet, qui donnent très peu de détails. Alors c'est aussi notre travail en tant qu'acheteur d'aller poser des questions à ces vendeurs, de tout de suite mettre de côté les vendeurs qui répondent à rien ou qui répondent à côté. Et je dirais aussi, à travers ces petites montres qui sont très bon marché, on peut faire des erreurs, mais on acquiert aussi de l'expérience dans le monde de la montre vintage. Et je veux dire, les erreurs qu'on peut faire sur un achat, sur une montre à 20 ou 30 euros, comme je vous présente ici, elles vont nous servir aussi pour acheter des montres plus chères dans le futur, éventuellement. Donc, une expérience acquise qui est valable après, qui va s'appliquer à tout type de montre vintage. Donc moi j'aime bien les enchères en ligne. En général je pars des enchères qui démarrent à 1 euro ou à 1 dollar, le plus bas possible. Et quand on cherche des montres qui sont dans les catégories peu cherchées, négligées, c'est là qu'on risque de tomber sur des prix finaux d'enchères qui sont très bas. Premier élément de recherche à mes yeux, c'est le quartz, hein, qui est quand même souvent méprisé. Les quartz des années 70 sont souvent de bonne qualité, hein. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était perçu comme le modernisme, qu'on pensait que ça allait complètement remplacer les mouvements mécaniques. Et il y avait quand même une certaine qualité qui était mise dans ces mouvements à quartz à cette époque-là. Aujourd'hui, ils sont plutôt cantonnés au monde bon marché, même s'il y a encore quelques marques qui développent de très beaux quartz aujourd'hui. Et on entend aussi souvent qu'on ne va pas acheter une montre vintage à quartz parce que si elle casse, un composant électronique casse, on ne pourra jamais réparer la montre. Mais je trouve que c'est un argument qui tombe un petit peu à l'eau lorsqu'on parle de montres qui sont aux alentours de 20 ou 30 euros. Parce que si vous achetez une montre mécanique dans la même gamme de prix, si un composant casse dedans, est-ce que vous allez la faire réparer? Est-ce que vous allez l'amener chez un horloger et payer 200, 300 euros pour la faire réparer?
Probablement pas. Donc cet argument, dans cette gamme de prix, pour moi, il est plus tellement valable. Alors bon, ici, c'est sûr qu'avec les quartz, on a l'inconvénient qu'il va falloir avoir un certain budget pile. Hein. Tous les 2-3 ans, il va falloir changer de pile. Une pile, ça va coûter dans les 2-3 euros. Alors ces montres, elles ont souvent des piles qui sont plus produites aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a toujours des équivalents. Aujourd'hui, on trouve toujours les équivalents. Toutes ces montres ici à quartz, elles ont un équivalent existant aujourd'hui. Deuxième aspect, deuxième catégorie de montres que j'aime bien rechercher, c'est les montres de petite taille. Hein. Comme les quartz, elles ont moins la cote que des montres mécaniques de plus grande taille. Et pourtant, elles sont très représentatives de leur époque, à mon avis. Je veux dire, si on regarde les années 80 ou 90, une montre homme de 30, 32, 33 mm avec une boîte circulaire, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait normal. J'ajouterais aussi, quand on cherche des montres de petite taille, c'est intéressant de regarder la géométrie de la boîte, parce qu'une montre circulaire de 30 mm, elle n'aura pas la même présence qu'une montre de type rectangulaire ou carré, ou encore une boîte de type coussin, qui aura probablement plus de présence au poignet. Si on prend une montre de 30 mm de type carré, comme cette Alpina ici, on verra qu'elle a beaucoup plus de présence qu'une montre qui serait circulaire de la même taille. Et donc, chercher des géométries un peu spéciales, quelque chose qui aura un petit peu plus de présence au poignet et qui correspond un peu mieux au désir de notre époque. Après, il y a encore les montres plaquées. Hein. Je ne suis pas vraiment effrayé par les montres plaquées or. Le chrome, c'est un peu moins ma tasse de thé parce que, à mon sens, il y a un effet... on voit que c'est du chrome hein. À l'œil, en tout cas moi je le ressens et je préfère quand même l'acier inox hein. Mais un plaquage or, si on contrôle bien que les coins par exemple ou les surfaces qui sont les plus exposées au frottement avec les habits n'ont pas perdu leur plaquage, c'est tout à fait valable à mes yeux. On a quand même des jolis modèles avec du plaquage. Donc bien contrôler le plaquage s'il est encore bien présent. Il faut savoir qu'ils sont souvent très fins ces plaquages, entre 10 et 40 microns, et qu'avec le temps, ils peuvent s'en aller. Hein. Alors moi je préfère toujours rechercher de l'acier inox, mais je ne vais pas non plus rejeter le plaquage à tout prix. Et puis alors, petite astuce pour ceux qui débutent, hein. En général sur le dos de la grande majorité des montres, il y a toujours la mention, si c'est de l'acier inox, vous trouverez une mention stainless steel au dos. À savoir que celles qui ne sont pas en acier inox, en général, c'est écrit stainless steel back, ce qui signifie qu'il n'y a que le couvercle qui est en acier inox pour éviter les réactions sur la peau. Hein. Et si vous voyez du stainless steel back, vous pouvez partir sur le principe que la boîte, elle sera dans un matériau moins noble que de l'acier inox et qu'il y aura un plaquage dessus. Ensuite, il y a encore une catégorie de montres que je trouve intéressante, c'est les montres avec des designs un peu désuets, un peu spéciaux, hein, avec des boîtes de ce type carré ou plus de type coussin, des choses qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui. Après, à chacun ses goûts, hein, vous trouverez du charme dans certaines montres, d'autres montres que j'ai sous les yeux ici, vous les trouverez probablement pas à votre goût, mais ça c'est aussi ce qui fait le plaisir de la chasse de ces petites montres, hein, c'est de trouver quelque chose qui à nos yeux a une certaine valeur esthétique hein, et qui est très personnel, hein, qui sera hors des tendances actuelles. Et puis ici on voit beaucoup de marques suisses qui ont disparu. Ici on voit par exemple une Mir Prima, une Vega, BWC, qui était aussi une marque suisse. Donc ouais, encore ici cette Repco Watch, ça c'est aussi une marque suisse dont j'ai jamais entendu parler. On voit ici qu'elles ont des designs un petit peu datés, et donc des montres dont les marques ont disparu probablement à l'époque de la crise du quartz. Et ça, c'est aussi un axe de recherche que je trouve intéressant. On a souvent des mouvements de bonne qualité dans ces montres. Hein. Ici, on a de l'ESA, de l'ETA, du AS. Donc des montres qui sont avec des mouvements d'une qualité acceptable. On peut même trouver des montres avec des mouvements plus nobles. Hein. Ici, une ancienne Alpina carrée d'une très petite taille. Mais avec sa taille carrée, je trouve qu'au poignet, elle a encore une jolie présence. Et ici, à l'intérieur, on a un Alpina 592 ou 598. C'est des mouvements de très belle facture. Il n'y a aucune pièce emboutie. C'est des conceptions des années 30 ou 40, si je me souviens bien. Et on va quand même trouver des Inca blocs. Il y aura quand même certains aspects modernes d'un mouvement mécanique d'aujourd'hui. Et des très jolis mouvements hein, ici. Et on peut encore
dans le marché, rechercher un petit peu de japonais avec du quartz. Hein. Ici, j'en ai deux sous les yeux. J'ai cette Seiko, je pense que c'est la plus chère du lot ici. J'ai dû la payer peut-être une quarantaine d'euros. Avec ce bracelet, magnifique bracelet. Hein. À l'époque, on pensait que le quartz, ça allait rivaliser avec les marques mécaniques de luxe. Et on a un magnifique bracelet ici. On a cette jolie forme qui fait penser un petit peu à une Omega de la même période. Très jolie montre, très joli bracelet. Du quartz ici, hein, un quartz probablement d'assez belle qualité aussi. Ici, j'ai aussi cette Citizen avec un affichage analogique digital qui est probablement des années 90. Hein. C'est plus du néo-vintage que du vintage, mais on va trouver ça aux alentours de 10-15 euros en fouillant un peu. Ça a quand même, c'est déjà ce design est très daté, mais elle a un certain charme à mes yeux. Et on a même parfois, avec un peu de chance, la possibilité de tomber sur des montres japonaises avec des mouvements automatiques, comme cette Seiko 5 Actus que j'ai acheté au Japon, ou cette Citizen ici que j'avais payé vraiment très très peu cher, peut-être une dizaine de dollars, même si c'est plus dur. Hein. Les japonaises mécaniques ou automatiques, elles sont en général un peu plus chères. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie de chercher quelques petits modèles dans ces gammes de prix, d'y trouver du plaisir, hein, trouver du plaisir dans la chasse. On ne peut pas toujours chasser des modèles avec des valeurs élevées. Hein. Personnellement, j'ai pas le budget qui va avec. Hein. Et voilà, hein, le plaisir de trouver des modèles qui ont une valeur esthétique à nos yeux, qui n'ont peut-être pas une valeur esthétique aux yeux de la masse. Hein. Et voilà, hein, c'est une manière de se faire plaisir avec l'horlogerie à moindre frais. Voilà, je vous dis à bientôt. Hein. Ciao!